Le jour de mon arrivée à Melbourne, l'aventure se présentait sous les meilleurs auspices. La capitale de l'État de Victoria étant réputée l'une des villes les plus agréables à vivre au monde. J'avais rendez-vous à Chinatown avec mon futur professeur, Rob Torelli, une célébrité ici. Rob est 7 fois champion d'Australie de chasse sous-marine en apnée. Mais quand il ne s'entraîne pas, Rob est pêcheur d'abalone, ormeau en français, un fruit de mer rare et cher. Cette abalone pèse 800 grammes et ça coûte environ 150 $. C'est vraiment le festin du roi. C'est joliment servi. Un petit quelque chose du calamar, un petit quelque chose de la Saint-Jacques. C'est vraiment unique, ouais. Direction Port Fairy, 250 km à l'ouest de Melbourne, où Rob stationne son bateau. Le champion avait accepté de m'enseigner les rudiments de son métier et de m'entraîner avec lui à la découverte des fonds sous-marins. C'était le véritable objectif de mon voyage, explorer des fonds uniques au monde, situés à la confluence des océans Indien et Pacifique. Mais au contact de Rob, j'ai finalement compris ce à quoi je m'exposais. Cette ceinture de plomb a été spécialement dessinée pour me protéger des requins. Où l'on va, il peut y avoir du grand blanc. Elle recouvre mes organes vitaux et ma poitrine. Ok. C'est engageant. Pose la malle ici. Si le requin devait me mordre, touche. Oh yes, ouf, aïe, je me suis fait mal. Okay. Ses dents ne pourront pas traverser les plombs. Il me blessera peut-être, mais il relâchera sa prise. Le requin n'aime que ce qui est mou, comme la chair des otaries. Ok, slow, là, comme ça. Non, stop. Okay, I think that you should learn a few words of Je crois que tu devrais apprendre quelques mots de français. Si je suis en danger, je vais crier en français. Et qu'est-ce que ça veut dire? Help. Je crois que si tu as besoin d'aide, je le saurai. J'avais parcouru plus de 16 000 km pour accompagner l'un des meilleurs plongeurs du monde. Je n'allais pas renoncer. Mais avant toute chose, je devais apprendre que le monde de la ballonne est strictement réglementé. Parmi mes obligations, je dois appeler la police maritime. Ok, D'accord, maintenant. Avant de quitter le port. Ok, ça rigole pas. Bonjour, Rob Torelli au rapport. Je pars plonger sur Lady Julia Percy Island. J'utilise mon bateau, matricule Y7Z. Lady Julia Percy Island, une île protégée, car elle accueille la plus importante colonie d'otaries de toute l'Australie. Avant de plonger, chaque fois que je viens ici, je prends le temps, je m'imprègne de l'atmosphère, j'observe les otaries. Si elles sont dans l'eau et semblent heureuses, je suis heureux. Si elles sont toutes sur les rochers, je m'interroge. Ok. À l'origine, je viens en Australie pour apprendre à pêcher l'un des fruits de mer les plus chers du monde. Et finalement, je me retrouve à la porte d'entrée du restaurant des requins, notamment du Grand Blanc. Et en plus, le fruit de mer en question, il est moche. Il est super moche. Méfie-toi. Les petits sont nés au printemps et les parents sont très protecteurs. Tu peux rencontrer le gros taureau de mer, comme on appelle le mâle. Taureau de mer. Ok. J'aimerais t'en montrer un. Si tu approches des jeunes, il viendra te mordre. Il peut mesurer plus de 2 mètres et peser 200 kilos. Il y en a un gros là, regarde. Le roi du château. Sabine, que ce soit clair entre nous, tu ne récoltes pas d'abalone aujourd'hui. Tu es en observation. D'accord, parce qu'il s'agit d'une pêche commerciale et je n'ai pas encore de licence, je ne suis donc pas autorisée à t'aider. La police maritime s'est montrée sympa en permettant à une équipe de tournage d'étudier mon travail. Mais tu ne touches absolument à rien. C'est mon travail qui est en jeu. Première impression, premier choc. Sous la surface, le décor est aussi beau que terrifiant. Étonnamment agile, malgré son envergure, Rob a disparu dans l'épaisseur d'une forêt de kelp. Je suis restée seule en arrière,
sans savoir si les otaries voulaient jouer ou me tenir à distance de leurs petits. Et comme l'ignorance alimente la peur, j'ai eu peur. J'ai finalement repéré la ligne de vie de Rob, ce long tuyau qui l'alimente en air depuis la surface et lui permet de travailler plusieurs heures d'affilée. Seul au fond de l'eau, une hérésie dans le monde de la plongée conventionnelle. Au retour sur le bateau, c'est la première chose dont je lui ai parlé. Quel boulot de dingue! Ils sont fous! En termes de sécurité, moi je vois pas comment il peut voir les requins arriver. Comme je dis souvent, Sabine, je ne risque rien pendant que je travaille. Les requins ne vont pas venir me chercher au milieu des rochers et des algues. Mais quand je remonte en surface, là, c'est une autre histoire. Il faut être vigilant. Mais tant que les otaries sont là, je me sens à l'aise. Occasionnellement, il arrive que 2 licenciés travaillent côte à côte. Mais un étranger, un ami comme toi qui nous accompagnerait, c'est strictement interdit. Mais pourquoi c'est interdit? À cause des contrôles. Une licence, un plongeur. La police maritime aime ce qui est blanc ou noir. S'il y a un deuxième plongeur, comment savoir s'il se contente d'assurer la sécurité ou s'il donne un coup de main? Si tu veux être pêcheur d'abalone, tu dois plonger en solo. Tu ne comptes que sur toi. Je n'ai ni la résistance, ni la réserve en air de Rob. Je suis donc remontée bien avant lui. Un moment très désagréable, seule, avec la peur d'être surprise en pleine eau par un ou plusieurs requins. J'avais hâte de retrouver Nob, le pilote du bateau. Vous aimez travailler avec Rob? Ouais, c'est un bon, c'est le meilleur. Pourquoi le meilleur? On dirait qu'il n'a peur de rien, pas plus de l'environnement que de quoi que ce soit d'autre. Il est toujours prêt à y aller. Les requins, vraiment, ça ne l'inquiète pas. Vous lui faites confiance? Oui, et il doit me faire confiance aussi. C'est moi qui suis en haut pendant qu'il est là-dessous. Il me confie la surveillance de son alimentation en air, la surveillance des récifs aussi. Je maintiens que c'est quand même pas très appétissant. Et alors voilà donc ce qu'on appelle les oreilles de mer. Avec leurs jolies coquilles avec plein de petits trous. Et on les appelait des oreilles de mer parce que vaguement ça ressemble à une oreille. La licence de pêche impose des tailles minimales et des quotas de récolte. Rob devait ce jour-là, sur cette zone, ramasser 80 kilos. Pas un de plus pour préserver la ressource, mais pas un de moins. La licence coûte une fortune, l'employeur compte bien récupérer son investissement. Tu les as toutes? Les 80 kilos? Non, non, il y a encore du boulot. Tu dois être prêt à travailler dur. Les fenêtres météo sont réduites. Tu n'as parfois que 4-5 jours devant toi. Du coup, tu restes sous l'eau 10-12 heures par jour. C'est un travail difficile, mais formidable, je l'adore. Il adore. Il adore ce job. Tout a été ratissé ici. Nous devons aller plus loin, où les autres ne vont pas. Essayons. Depuis que je suis enfant, j'ai toujours voulu être pêcheur sous-marin. Je n'ai rêvé à aucun autre boulot. Depuis ma sortie de l'école, je n'ai rien fait d'autre que travailler sous l'eau. Sous la côte au vent, la plus exposée aux vagues de l'océan, Rob ne souffre aucun concurrent. Les abalones abondent, il a achevé sa récolte en moins d'1 heure. De retour à terre, la cargaison est à nouveau contrôlée. Mesurée 2 fois, sous l'eau et sur le bateau, les abalones sont soigneusement pesées dans le camion qui doit les mener jusqu'à l'usine de conditionnement. Les relevés doivent être précis. Zéro tolérance. Tout est noté. Les zones, les espèces, leur poids, au gramme près. Pas question non plus de négliger le rapport sur le répondeur automatique de la police maritime. À la moindre erreur, Rob perdrait son boulot.
Bonjour, je voudrais acheter un permis pour pêcher des abalones. Yes, sure. Combien coûte la tienne? Je ne sais pas, en fait, elle appartient à mon patron. Elle coûtait il y a quelques années 5 millions de dollars. Mais les quotas ont baissé et elle ne coûte plus qu'$1 million. Oh, $1 million. Allez hop, c'est parti. Alors aujourd'hui, changement de configuration. C'est moi qui vais pêcher avec ma licence, avec my recreational license. Et donc, je n'ai pas le droit d'embarquer à bord d'un bateau commercial. D'où changement de bateau, un bateau non commercial. Tu es prête? C'est ton tour maintenant. Yeah. Je peux rester tout près de toi. Tu peux, bien sûr. Mais tu ne dois pas trop t'inquiéter. La visibilité semble bonne. Le terrain est très ouvert, très dégagé. Prends le temps d'assurer tes arrières. Nous resterons côte à côte et je me charge de trouver les abalones. Ici, on trouve des green lips. Elles ressemblent à des petits cailloux sur les rochers. Je m'occupe de les repérer parce que, même avec toute mon expérience, il m'arrive de nager au-dessus sans les voir. Qui part en premier? Vas-y, tu es bien placé. Concentré sur les conditions de sécurité, terrorisé par les invisibles requins, je n'avais pas jusque-là mesuré l'ampleur de la difficulté. Les abalones sont non seulement bien cachées, mais aussi coriaces. Il faut les surprendre, car s'il perçoit l'agression, le mollusque se cramponne au rocher grâce à son pied musclé. Le travail doit être rapide et précis. Il ne faut pas non plus les blesser, car la baleine est hémophile. Mon permis de pêche me permet de récolter 5 abalones par jour, des black lip et des green lip, les deux variétés les plus recherchées au monde. Je n'ai jamais imaginé réussir à les distinguer sous l'eau. Pourtant, ma récolte ne doit pas comprendre plus de 2 green lip, la variété reine, la plus réputée pour sa saveur. La taille minimum pour les deux espèces dans cette zone est 13 cm. Il est très important de respecter cette règle. Pas moins de 13 cm. Si tu en prends une trop petite, ce qui peut arriver, ne l'abîme pas et repose-la sur le rocher. Enfin, interdiction absolue de vendre ma récolte. Toutes ces mesures sont destinées à permettre au stock de se reconstituer après la surpêche des années 70 et 80. En Australie, la ressource est aussi menacée par un virus mortel apparu en 2006. C'est pour ces raisons que les quotas de pêche ont été revus à la baisse. Il m'a fallu 50 minutes pour pêcher 5 abalones réglementaires. Une prise estimée à 4 kilos, bien loin des dizaines de kilos que Rob ramasse à chaque plongée. Rob m'a demandé avec insistance, sous l'eau et sur le bateau, de vérifier la taille de mes prises, en connaissance de cause. Bonjour, comment allez-vous? Je m'appelle Cameron. Voici Billy et Emily. Nous sommes officiers de la police maritime. Aujourd'hui, nous contrôlons les pêcheurs amateurs. Je voudrais voir vos prises, s'il vous plaît, et vérifier leur taille. Ici, sur le quai? Sur le quai, oui. Pas moins de 13 cm, c'est bon. J'aimerais aussi voir votre permis de pêche. Très bien. Vous effectuez beaucoup de contrôles comme celui-ci? Oui, nous sommes très stricts. Zéro tolérance. Zéro tolérance, absolument. Le braconnage est un phénomène important?
Nous luttons, mais il reste important, oui. Ces produits sont considérés de grande valeur. Et comme tous les produits de grande valeur, ils favorisent le développement des activités illégales. Thank you. Have a good day. Dernière épreuve à affronter. Rob a toujours estimé que mon initiation serait incomplète tant que je ne serais pas débarrassée de ma phobie des requins. Pour me convaincre qu'on pouvait survivre à une mauvaise rencontre, il m'a présenté un ancien plongeur, Bob Usher, 40 ans de carrière. Je pourrais sans doute apprendre de vous ce que je dois faire si j'en vois un. Eh ben, je remontais vers la surface après une longue plongée, près de 6 heures de travail, quand j'ai senti une présence. Le grand blanc fonçait droit sur moi. J'ai passé mon sac plein d'abalone devant moi dans sa gueule. Il s'en est emparé et en se débattant, il m'a violemment heurté avec sa queue. Je ne lui ai pas laissé le temps de reprendre ses esprits. J'ai foncé au fond de l'eau, trouvé une petite grotte dans laquelle je me suis caché. Il m'a poursuivi, il tournait devant la grotte une demi-heure. Je priais, je vous en prie, que l'air continue d'arriver. Une demi-heure ? Une demi-heure, jusqu'à ce qu'il se lasse. 40 ans de carrière, c'est toute une vie. Ça devait arriver. Nous rencontrons des requins. Le plus souvent, nous croisons des Seven Gills. Mais nous pouvons rencontrer le grand blanc. Ce n'est pas commun, ça n'arrive pas tous les jours. Mais il faut s'y attendre. Il faut être préparé à cette éventualité. Retour à Lady Julia Percy Island, où des requins ont été signalés. Impossible de poursuivre mon chemin sans découvrir tous les aspects du métier de Rob. Je suis donc ici pour lutter contre ma peur des requins. Très bien. Les conditions sont bonnes. L'eau est claire. Tu devrais te sentir à l'aise. Tu as maintenant une bonne expérience en plongée. Si tu vois un requin, tu profiteras du spectacle. Le danger, le moment où nous sommes vulnérables, c'est en pleine eau. Nous sommes alors privés de toute protection. Il faut en être conscient et rester vigilant. Si un gros requin arrive, tu restes collé sur le fond comme une raie et tu remontes tranquillement le long de la falaise jusqu'au rivage. J'ai ma petite boule dans l'estomac qui est en train de reprendre sa place. Étrangement, peut-être parce que le soleil irradie les fonds, j'ai beaucoup moins peur qu'au cours des précédentes plongées. Et pas le temps de réfléchir, nous sommes accueillis par des stingrays. Impressionnantes, elles appartiennent à la famille des requins. Rob m'a conseillé de me méfier du dard qu'elles portent comme un scorpion au bout de leur queue. Mais leur comportement me rassure tout à fait, elles ne s'intéressent absolument pas à nous. À ce moment-là, je me dis que je dois rester concentrée et suivre en tout point les consignes de Rob. Les Seven Gills peuvent se montrer très curieux, Sabine. Ils vont s'approcher de toi. Ils n'ont pas de mains, ils touchent avec leur tête. Ils peuvent te heurter, te bousculer. Pas pour t'agresser, mais pour savoir à quoi ils ont affaire. Attends-toi à les voir de très près. Ce que je n'ai compris que plus tard, c'est l'appréhension ressentie par Rob à l'idée d'assurer ma sécurité.
Quand il y a plus d'un requin dans les environs, c'est là que le danger survient. À un moment en particulier, ils étaient 2, puis 3, 4, de plus en plus audacieux. Je n'aimais pas ce qui était en train de se passer. On les repoussait pour leur faire comprendre qu'on avait besoin d'un peu d'espace. C'était potentiellement dangereux pour Sabine. Ils ne l'auraient pas dévorée, mais ils auraient pu mordre un mollet ou un coude si elle s'était agitée. À un moment, l'un des requins s'est dirigé droit sur nous. Je n'aimais pas son comportement. Il se déplaçait vite, sans hésitation. Je l'ai repoussé avec mon harpon, mais il a fait volte-face dans le dos de Sabine et a mordu la valve de sa bouteille. Elle n'a pas réalisé ce qui se passait, mais elle a été à ce moment-là plus proche que jamais d'être mordue. J'ai simplement senti un coup derrière la tête. Rob m'avait prévenu, je ne me suis donc pas inquiétée. Je trouvais néanmoins la situation tendue. En face de moi, l'équipe de tournage était aux prises avec 2 requins, attirés par la caméra. Ces animaux disposent d'un 6e sens, grâce à l'organe de Lorenzini, qui leur permet de détecter les ondes électromagnétiques. Mais j'avais confiance en Rob et je me suis sentie très calme. Quand j'ai vu Sabine se mettre à danser, j'ai compris qu'elle était sur un petit nuage. Ce qui arrive quand on rencontre des requins en pleine nature, on a une poussée d'adrénaline. Si tu veux pêcher la baleine dans ma zone, tu dois plonger à Julia Percy. Tu ne peux pas faire ce boulot et refuser d'aller là-bas. Je suis fier qu'elle ait surmonté sa peur. Elle a atteint son objectif. Elle sait maintenant ce que c'est que d'être un pêcheur d'abalone. Oh, c'est super. Merci, tu avais raison, j'ai vraiment apprécié. 5 requins, au moins 5, tout autour de nous. Bien Sabine, tu as passé le test. Si tu peux nager avec les requins et que tu commences à aimer ça, tu peux être pêcheur d'abalone. Une fois que tu comprends le comportement des animaux, tu sais que les raies sont là mais pas pour te harponner avec leur queue. Les otaries veulent seulement jouer, les requins veulent seulement savoir qui tu es. Une fois qu'ils savent, ils s'éloignent et toi, tu retournes au boulot. Et tu retournes au boulot. Et voici ton bureau. Le meilleur bureau du monde, c'est sûr. La mer est toute ma vie. J'apprécie chaque jour passé sous l'eau. Un jour en mer est meilleur qu'un jour à terre. C'est tout ce que je connais et c'est ce que j'aime. Le danger pourtant est bien réel. 2 jours après avoir quitté Rob, le pêcheur d'abalone Peter Clarkson a été tué par 2 requins blancs à Coffin Bay, 200 km à l'ouest de Port Fairy. L'hiver austral s'installait tout doucement. Les températures de l'air et de la mer allaient bientôt chuter, mais pas question de quitter l'Australie sans un détour par la baie de Melbourne, pour tenter d'y observer un phénomène unique au monde. C'est par la Great Ocean Road, la grande route de l'océan, réputée l'une des plus belles au monde, que j'ai entamé la 2e partie de mon voyage en Australie. Ça tourne, hein? Ouais. La faune australienne est riche d'espèces qui ne vivent nulle part ailleurs. Difficile de ne pas s'arrêter pour profiter du spectacle. Je devais pourtant me hâter pour attraper le ferry et atteindre la péninsule Mornington. C'est là-bas, en face de Melbourne, que depuis peu on signale en cette saison des rassemblements massifs d'araignées de mer géantes. Il semble que des milliers d'individus quittent les profondeurs de l'océan pour se réfugier dans la baie à l'abri de la houle. Je veux les voir et comprendre pourquoi elles viennent. Mais il va me falloir un sérieux coup de main.
L'essentiel de mes informations provenait d'un livre qui évoquait le phénomène. Je me suis mise sur la piste de son auteur et très vite, j'ai découvert qu'il travaillait à l'aquarium de Melbourne. Hello, John speaking. Hi, my name is Sabine. I'm here in Il y a peu de données sur le rassemblement des araignées de mer géantes, un comportement observé pour la première fois en 2005. Rares sont les scientifiques à s'y intéresser. John Gaskell est l'un d'eux. Jeune biologiste marin, il est un excellent plongeur. Sa mission, capturer des spécimens pour les collections de l'aquarium ou bien au contraire en libérer pour la préservation des espèces. Dès mon arrivée sur la péninsule Mornington, j'ai rendez-vous avec lui au ponton du village de Portsea. John? Ouh, est-ce que c'est lui? John Gaskell? Sabine! Well, I'd say it's a perfect day. C'était une journée magnifique pour nous, oui. Le temps idéal. We've got the good chance. On a de bonnes chances de les trouver. Mais je suis un peu inquiète parce que c'est une très grande baie. It is a huge bay, so we're gonna have to Oui, do c'est une grande baie, il va falloir qu'on cherche un peu. Should be right. Mais ça devrait aller. Gotta find something. All right, this is Blairgowrie Marina. On y est. This is it. C'est le port de Blairgowrie, un des meilleurs spots pour la plongée. Il est bien protégé des vagues et du vent, c'est juste idéal pour plonger. So this is one of the hot spots for diving. Lots of Il y a plein sponges and d'éponges et nudibranchs. des nudibranches autour du ponton. Et les crabes devraient se trouver dans le coin. Et les crabes doivent se trouver pile en dessous de nous, alors faut y aller. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la visibilité n'est pas bonne. Pourtant, il nous faut chercher les indices sur le fond sableux qu'auraient laissé sur leur passage les milliers d'araignées de mer. Et le moindre organisme vivant est prétexte à rompre la monotonie du décor. May I ask you something? Je peux poser une question? How do they know? Comment savent-ils, les crabes, que l'heure du rassemblement est arrivée? To reach the meeting point. It's just one of those things. Most animals use temperature cues. La plupart des animaux sont sensibles à la température de l'eau ou au cycle lunaire. Ça dépend donc de la pleine lune et de sa position par rapport à la Terre. C'est ce qui conditionne le moment du rassemblement. Mais pour les crabes, c'est probablement la température. But how do they know Mais where comment savent-ils où aller? I don't know. No idea. That's something that I always think about. Ça, je sais vraiment No pas. idea. C'est peut-être tout simplement instinctif. It's instinctive. Yes. Do they They know? come from Ils viennent de n'importe où dans la baie. Yeah, well, they live out of the bay. A lot Oui, live out mais of ils the bay vivent and aussi they au come large in et ceux-là migrent à l'intérieur de la baie and they all come to the same et se area. retrouvent tous au même endroit, au même moment. We don't Ever know. proved Mais that personne ne they peut prouver qu'ils communiquent entre eux sur de si longues distances, malheureusement. Après une demi-journée passée dans l'eau, un individu isolé, mais aucune trace du rassemblement. Oh, on approche du but, hein. C'est pas encore ça, mais on approche. Si j'avais vu autre chose que du sable, j'aurais oublié que j'avais froid. Mais là, j'ai pas oublié. John est embarrassé, il n'avait qu'une seule journée à me consacrer. Avant de me quitter, il me confirme que Mark Norman, un autre spécialiste que j'avais également contacté depuis Paris, doit pouvoir No m'aider. worries. Well, good luck. Thank you. Bonne chance, Sabine. See you soon. Yes, and Et if I à see bientôt. something, Si je vois quelque chose, Yes, je I'll come down and t'appelle. have a look. Okay. Ok, et je reviens les No voir worries. avec toi. Good luck tomorrow. Be careful Et bonne on chance the pour road. demain. Attention sur la route, hein. Je me retrouve livré à moi-même pendant 48 heures, le temps que Mark Norman revienne de l'étranger. Pas une minute à perdre. Avec Tom, mon pilote de bateau, qui connaît bien le coin, je décide de quadriller une partie de la baie grâce à des informations toutes fraîches dénichées sur Internet. Des plongeurs ont vu des crabes entre Blairgowrie et Rye. Ça fait combien de kilomètres?
à peu près 20. Allez, 20 km à explorer. Tout va bien? Let's go? Ok. Si les crabes sont là, qui sont très nombreux, on devrait voir une tache au fond de l'eau, parce que la profondeur n'est pas très importante. Alors évidemment, c'est une tache qu'on peut confondre avec des cailloux, avec des algues. À cette allure-là, c'est pas gagné. Je crois qu'on va passer au plan B. Allez, plan B. Lentement, rapide. Fais-moi un signe si tu veux que j'aille plus vite ou plus lentement. Et le signal pour au secours? Plusieurs heures passées dans l'eau, des kilomètres d'exploration, mais pas une seule carapace d'araignée de mer en vue. Équipe de tournage cherche rassemblement d'araignées de mer géantes. Merci d'appeler Sabine. Toujours suspendu au retour de Mark Norman, je décide de mettre en œuvre toutes les stratégies possibles pour ne pas manquer l'événement et finir bredouille. La péninsule Mornington est une mecque pour les plongeurs de Melbourne. Ici, personne ne s'étonne de croiser des hommes grenouilles en pleine rue. Le tout pour le tout, je tente ma chance. À mon tour, je me fonds dans la masse. Direction le ponton de rail. Avec un peu de chance, qui sait, je trouverai ce que je cherche. Les piliers de bois qui soutiennent les pontons fonctionnent comme des récifs artificiels. Ils permettent aux organismes de se fixer et fournissent nourriture et protection à de nombreuses espèces. Situés à la frontière entre les océans Indien et Pacifique, les eaux de la baie de Melbourne accueillent 90% d'espèces endémiques. Parmi elles, l'emblème de l'État de Victoria, le dragon des mers feuillu. Faute d'araignées de mer, je me laisse divertir par toutes ces étranges créatures. Je suis arrêtée notamment par le balai insolite de petites pieuvres. Elles font aussi la réputation de la baie. Ce sont des expertes en camouflage. Une belle plongée, certes, mais toujours pas une seule trace de crustacés en vue. Excusez-moi, bonjour. Je peux vous demander quelque chose? Avez-vous entendu parler des araignées de mer géantes? Des crabes? Tu veux pêcher des crabes? Enfin, je voudrais les voir. Ah non, pas ici. Pas encore. C'est pas le moment. De toute façon, ça se mange pas. C'est pas bon à manger. Si tu veux les manger, il faut que tu ailles à Portsea. Tu prends un filet et tu y mets du poulet. Et là, ils vont venir. Merci beaucoup. Les gens du pays ne s'intéressent pas beaucoup au phénomène. Leurs informations ne sont pas très fiables. Mon seul espoir, c'est Mark Norman. C'est une galère. Je suis de retour, content d'avoir trouvé votre message. Retrouvons-nous chez moi demain matin, Mark Norman. Yes! Hey, oh!
Mark Norman est connu pour ses nombreuses découvertes d'espèces de céphalopodes. Mais il est aussi l'un des rares chercheurs à étudier la grande migration des araignées de mer. Chaque automne, il passe la majeure partie de son temps dans l'eau pour filmer le phénomène de la mue. Ce moment précis où le crabe abandonne son squelette externe pour pouvoir grandir. Le scientifique ne perdrait aucune occasion pour se retrouver à nouveau devant un tel phénomène. Quand il a appris que je mettais à sa disposition le bateau de Tom, il a aussitôt accepté d'embarquer en ma compagnie. Hello, Sabine. Nice to meet you. Nice to meet you Welcome. too. Come on in. C'est reparti, mais cette fois-ci, nous sommes parfaitement équipés. John Con, good to see you. I'm going to say hello, Sabine. Hi, Sabine. How are you? Hey, Good night, how are you? in French. So we are going On that part dans way? cette direction? Yeah, we're going around the corner. Oui, on va tourner au coin et ensuite on va vers la plage de Blair Gary. So actually we don't En know fait, a on ne sait lot pas about grand-chose them. à leur sujet. We know about the phenomenon. Oh, c'est vraiment une nouvelle découverte. C'est pas comme les animaux qu'on voit sur la Terre où tout le monde peut les observer. Sous l'eau, c'est un monde caché. On les a bien vus pour la première fois en 2005 et c'était vraiment très impressionnant. En fait, on faisait beaucoup de plongées de nuit pour étudier les pieuvres. Et quand on a vu ces crabes, on s'est mis à les rechercher à chaque fois. Et ça arrivait toujours en mai et juin. Mais cette année, on constate qu'ils sont là un peu plus tôt, en mars-avril. Ils sont encore au large, mais ils commencent à se rassembler en très grand nombre pour venir ici en faible profondeur. Chaque année, on en sait un peu plus. No, but it's strange, C'est no? fou, non? Il y a des centaines, voire des milliers de crabes sous l'eau et on ne peut pas les trouver. We can't find them. We will. On y arrivera. Rien n'entame l'optimisme de Tom. Nous sommes pourtant de retour dans une zone que nous ne cessons de fouiller. Mais nous pouvons être passés à quelques dizaines de mètres du rassemblement sans l'avoir vu. Sous l'eau, les distances prennent une ampleur démesurée. Alors Mark Norman utilise un locoplongeur, un engin qui lui permet de parcourir 4 fois plus de terrain qu'empalement. Verdict? Ils sont passés ici il y a très peu de temps. On peut voir des traces un peu partout sur le sable. Si on se met par groupe de 2 plongeurs espacés l'un de l'autre, une équipe là et une autre par là, on aura une chance de les croiser. Bon, bah, je crois qu'on va devoir mettre l'équipe de tournage à contribution. Voici Jean-Christophe, notre éclairagiste, fidèle assistant de René, notre cadreur sous-marin. Eh ben non, elles sont pas là. Enfin si, oui, elles sont pas loin. Elles sont par là. Non, elles sont par là. Magique. Ah, c'est le best antibué of the world. C'est notre porte-chance. Ah, you should sell it. Il faut pas que tu le restes, tu. Ah, et tiens, pour cette fois-ci, je vais rincer. Ok. This is for Rene. Marc a déjà mis cette stratégie en œuvre. Les plongeurs, reliés entre eux par un bout de 20 mètres pour ne pas se perdre, suivent en ligne la piste des crustacés. Et cette fois-ci, Marc a vu juste. On distingue nettement sur le sable les traces que laissent les araignées de mer. Elles sont des centaines, voire des milliers à être passées par là. Et c'est un retardataire qui nous confirme que nous ne sommes probablement plus très loin. Et ça y est, elles sont là. Je retiens ma respiration en les voyant progressivement apparaître. Depuis le temps que nous attendions ce moment. C'est juste fantastique de les voir aujourd'hui à cet endroit.
Parce que la plupart du temps, les crabes restent normalement enfouis dans le sable ou cachés sous des rochers, à l'abri des regards. Alors que là, ils sont bien visibles. En l'état actuel de nos connaissances, c'est un phénomène unique. Oui, je ne connais pas d'autre endroit dans le monde où tu peux assister à ce phénomène. C'est un lieu unique. Il y en a aussi en Méditerranée qui font probablement la même chose. Mais c'est en eau très profonde où personne ne peut les voir. Alors qu'ici, avec un peu de chance comme aujourd'hui, tu peux les observer. Tous les crabes se rassemblent dans une seule zone. Et au début, on croyait que c'était pour se reproduire. Mais en fait, c'est pour muer et rester en vie alors qu'ils sont sans carapace. Quand ils sont en si grand nombre, ils risquent moins de se faire manger par les raies, les requins, les otaries ou les dauphins. Alors ils se regroupent pour muer et quitter leur carapace. Et quand elle s'est assez reformée, au bout de quelques heures à nouveau, ils se dispersent. Incroyable. Good, hey? Yeah, c'est very good. En fait, on dirait une armée de crabes en marche qui dévorent tout sur son passage. On sait absolument pas où est-ce qu'elle va. And they eat everything. Ils mangent tout ce qu'ils trouvent. I know, they were eating everything. Oui, ils dévorent tout ce qu'ils trouvent. Ils sucent jusqu'au dernier petit morceau, même quand il n'y a plus rien. Il n'y avait plus rien dans le coquillage et ils continuent à le dévorer. Scrape anything off it. Il y en avait plein de peu partout. À un moment donné, j'entendais poster les crabes en fait. C'est Sabine qui claquait des dents, elle avait froid. Ah mais ça avait le coup, hein, t'as vu? On laisse la bouée ici, au cas où ils reviennent ce soir. Comme ça, on les retrouvera facilement. Fantastique. Je vais te montrer quelque chose. J'espère que ça ne va pas te faire peur. Ça, c'est quelques images de la mue. Alors là, c'est un accéléré qui te montre toute la durée du phénomène. Ça a été obtenu en faisant une image toutes les 30 secondes. Ils commencent à sortir en soulevant leur carapace comme on soulève un chapeau. Et ils sortent par en dessous. Toute leur chair est molle ainsi que leur nouveau squelette. Ils n'ont même pas la force de bouger leur propre corps. Et ils sortent très lentement et progressivement, dégagent leurs pattes et se gonflent d'eau pour être plus gros qu'avant. Et on voit que le nouveau crabe est beaucoup plus gros que son squelette. C'est surprenant, parfois ils peuvent avoir cette taille avant la mue. Et quand ils sortent, ils sont 50 à 60% plus gros. Mais comment savent-ils que c'est le moment? On pense qu'une fois qu'ils sont tous rassemblés, ils commencent à se frotter le bout des yeux, ce qui a l'air de déclencher la mue collective au même moment. Et c'est pas une façon de communiquer entre eux. Non, on a pu l'observer aussi dans l'obscurité où ils ne se voyaient pas. Et pourtant, ils le faisaient tous. C'est comme une stimulation pour démarrer leur propre mue. Et tout se passe en 1 ou 2 jours. Un jour, tu vois plein d'animaux vivants, et 2 jours après, il n'y a plus un signe de vie. Il n'y a plus que des carapaces vides. Ils sont tous repartis. Super, on va pouvoir y retourner, voir si le groupe a grossi, voir comment il se comporte la nuit. Marc va pouvoir prendre toutes les images dont il a besoin. Et puis on va pouvoir se rafraîchir un peu, hein, parce qu'on a un peu chaud là. Allez,
capitaine, il se comporte pas du tout comme dans la journée. Tout à l'heure, il marchait comme une armée, là, il mangeait. Là, ils sont tous en paquet, les uns sur les autres. Je sais pas ce qu'ils font. Ouais, c'est incroyable. Quand tu restes immobile au fond et que tu les laisses te passer au-dessus, c'est comme une vague vivante. Et tu peux entendre le bruit de leurs pattes te gratter, c'est fantastique. Mais combien sont-ils? Un seul groupe peut en rassembler 10 ou 20 000. Ce qui correspond à la taille d'un terrain de foot. Et ça fait une grande surface. Incroyable. Marc, ils vont bientôt muer. Oui, c'est étrange, ils sont posés là, comme ça. Où est mon œil? Où est-il? Ah, il est là. Cette nuit-là, la lune n'était pas propice au déclenchement général de la mue. Mais il faut reconnaître que la science n'est pas encore tout à fait exacte sur le sujet. Ce phénomène unique gardera longtemps encore sa part de mystère. C'est la fin du voyage. Les eaux de l'océan Austral m'ont offert ce qu'elles avaient de plus somptueux. Un cocktail d'images, d'émotions, de rencontres, toutes plus incroyables les unes que les autres. Je sais bien pourtant qu'il faudra revenir pour observer tous ceux qui ont choisi de ne pas se montrer. Well, they touched you and